Xavier Titelman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en sécurité aérienne, ancien radariste spécialisé dans les recherches aériennes. 17 jours pour apprendre finalement que l'avion s'est abîmé dans l'océan Indien. 17 jours pour analyser des données satellites. D'abord, est-ce que c'est crédible ? Pour l'instant, les éléments qu'ils nous donnent ou qui sont accessibles sont tout à fait crédibles dans la mesure où elles viennent de l'équivalent du bureau enquête accident britannique. Ce sont des données qui sont techniques, qui proviennent des satellites. Pour faire simple, les avions n'émettent que deux types d'informations. Ils émettent leur position, les personnes qui étaient à bord de l'avion... Là, ça avait été coupé volontairement. Exactement, ça avait été volontairement déconnecté 2 minutes après la dernière communication radio avec le sol. Et ensuite, l'avion continue à émettre ses données techniques avec les systèmes ACARS. Et là, effectivement, pendant 8 heures, l'avion a continué à émettre des pings. Et ce sont ces données, les satellites ont pu détecter qu'en fait, ça s'éloignait d'eux, probablement vers le sud, et finalement... Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 17 jours pour avoir ces données satellites ? A priori, c'est la première fois qu'on utilise cette technique, et certainement qu'il y avait beaucoup de recul à prendre simplement pour revérifier les éléments. Donc là, on n'a pas en fait trouvé la zone exacte de crash, on sait simplement que l'avion a émis sa dernière situation technique dans un endroit où il n'avait plus le choix. Il n'avait plus assez d'essence pour faire demi-tour, il n'avait plus d'essence pour revenir se poser, donc il a forcément fini dans l'eau. C'est pour ça qu'on a assez peu d'éléments finalement, en plus de cette certitude qu'il y a eu un crash dans l'océan Indien. Non, c'est une zone qui va être très très vaste. On ne pourra pas exactement déterminer la zone d'impact avec ces éléments techniques qui viennent du satellite. Par contre, on commence un petit peu à chercher et à trouver peut-être des débris. Si on trouve qui ont dérivé peut-être. Alors ça va être ça la difficulté. Des débris qui vont dériver pendant 2 semaines. On va peut-être remonter, si c'est ne serait-ce que dériver de 10 km/h pendant 2 semaines, ça fait des milliers de kilomètres. Et si on dérive de 2000 km en amont et qu'on s'éloigne de l'Australie, les avions de patrouille maritime qui actuellement ont du mal déjà à rester sur zone 2 heures, là on va encore s'éloigner d'1 heure. Ils pourront plus rester du tout sur zone pour faire des recherches. Et là, est-ce qu'on peut calculer peut-être la dérivation de ces éléments ? Est-ce qu'avec la force du vent, avec le courant qu'il peut y avoir ? Si on retrouve des débris, effectivement, on pourra remonter assez facilement sur la zone d'origine. Maintenant, effectivement, si c'est plus les avions qui peuvent le faire, ça va être forcément des bateaux, et les bateaux sont beaucoup plus lents pour aller sur zone. Les éléments qu'on va envoyer, ça va être en fait, on va dérouler des bouées. Les bouées vont capter les sons qui sont sous la mer. Le problème, c'est que les boîtes noires qu'on est en train de rechercher, elles ont une durée de vie effectivement qui est limitée. On n'a plus que 2 ou 3 semaines d'émissions sonores. Et le problème aussi, c'est en fonction du niveau de la mer, on va avoir une distance. On va capter ces bouées à 4000 mètres de profondeur à seulement 3 km de distance. Mais si on cherche sur une zone qui fait plusieurs milliers de kilomètres carrés, on va devoir mettre des bouées tous les 3 km. Ça va être infernal, ça va être excessivement long. Ça risque de prendre donc extrêmement longtemps. Si on arrive à trouver quelque chose, ça mettra du temps. Pour vous, c'est possible qu'on ne trouve jamais ces boîtes noires ? Dans l'exemple du Rio-Paris, on a mis sur 2 le ans. moment, on avait envoyé des bouées, les bouées n'avaient rien donné, et c'est l'analyse a posteriori qui avait pu déterminer une zone précise, et on avait retrouvé les bouées 2 ans plus tard alors qu'elles n'émettaient plus. Espérons que ce ne soit pas la même situation. Si on regarde l'éventuelle trajectoire donc, de l'appareil qui a donc fait demi-tour, qui est revenu en quelque sorte en arrière, qui aurait emprunté donc ce couloir sud, quelle est l'hypothèse qui, selon vous, semble la plus plausible ? Un détournement ou un avion qui aurait continué à voler plusieurs heures mais sans plus personne aux commandes ? A priori, en tout cas, le début du vol était totalement contrôlé. C'est-à-dire que volontairement, la personne qui était aux commandes, 2 minutes après, les pilotes où la personne qui était aux commandes a changé de zone. On passe de l'espace aérien malaisien, on change de zone, on est censé dire bonjour à la zone suivante, la Thaïlande, ils n'ont rien dit. Au contraire, 2 minutes après, ils ont déconnecté les transpondeurs qui permettaient d'émettre des informations. Ensuite, l'avion a spécifiquement suivi une route qui le faisait rester entre, d'un côté, la frontière malaisienne, de l'autre côté, la frontière thaïlandaise. Donc pour ne pas être détecté. A priori, c'est quand même des actions qui sont délibérées et qui sont techniques. Il faut savoir faire ces choses-là. Et effectivement, derrière, il s'est éloigné des côtes pour ne plus être détecté ni par les radars civils, mais il était déjà plus détecté par eux, ni par les radars militaires. Quand on est au-delà de 200-300 km, on n'est plus détectable de cette manière-là. Et il se serait abîmé parce qu'il n'y avait plus de carburant ? Alors, on ne sait pas exactement après ce qu'ont voulu faire les personnes qui étaient aux commandes, mais effectivement, s'ils sont partis vers le sud pour s'éloigner de toute terre connue, ils avaient leur pétrole, ils ont été au bout de leur pétrole, l'avion derrière il a plané, mais il y a un moment forcément ils ont touché la mer. Donc le plan, selon le parcours qu'on voit se dessiner, le plan c'est d'aller nulle part finalement.
Alors, effectivement, c'est assez bizarre. Il n'y a pas de revendication, on ne sait pas exactement, on ne trouve pas de problématique spécifique avec les pilotes, qui ont l'air d'être des gens stables. Les pilotes, encore une fois, sont des gens qui sont très suivis médicalement. Il y a des tests psychotechniques, il y a des tests psychologiques. Une fois par an, au minimum, ils ont leur visite médicale. C'est assez étonnant qu'on en soit arrivé là. Maintenant, on fait des études, effectivement, sur est-ce qu'il y aura un possible détournement. Est-ce que ce sont les pilotes? Ça, on n'a pas encore de réponse. Merci Xavier Titelman d'être venu sur ce plateau ce soir de LCI, spécialiste en sécurité aérienne, ancien radariste.